Bonjour, je propose aujourd'hui un petit topo sur un sujet qui me semble être de plus en plus nécessaire d'aborder, celui des adaptations, des conversions pour les œuvres multiphoniques, pour les œuvres qui sont composées, créées, les œuvres parlantes bien sûr, pour des espaces selon des formats variables et qui, à un moment donné, vont être confrontés à leur sortie vers d'autres espaces, d'autres lieux, d'autres dispositifs, éventuellement d'autres formats. On peut peut-être souhaiter que tous les formats de production, de diffusion soient identiques, tout du moins obéissent aux mêmes règles, aux mêmes principes. C'est le principe même d'un format et d'une normalisation. Aujourd'hui, on a un exemple un petit peu emblématique de ça, c'est le format Dolby Atmos, associé aux salles de cinéma et qui ensuite s'est ouvert, façon de parler, vers d'autres espaces, donc essentiellement les espaces domestiques, autour du home cinéma, mais aussi autour de l'ordinateur, par rapport à l'écoute au casque, et y compris en dehors du cinéma pour la musique. Or, il s'agit d'un format qui a été pensé pour les salles de cinéma, pour un certain type de création audiovisuelle, pour un certain type d'occupation de l'espace du son par rapport aux spectateurs, aux auditeurs, qui représente donc une direction possible, mais qui est loin de représenter j'allais dire celle qui est la plus intéressante, en tout cas celle qui serait la plus ouverte, la plus riche. On a aussi d'autres exemples bien connus aujourd'hui, surtout dans le milieu institutionnel, dans les centres de recherche, avec le codage ambisonique, où là, le codage lui-même va imposer un certain type d'espace, un espace plus ou moins sphérique, ce qui fait que dans ces deux cas, aussi bien dans le cas du Dolby Atmos que dans le cas de l'ambisonique, on a donc un format qui représente plusieurs choses, qui représente un type d'espace, dans les deux cas périphonique, un espace bidimensionnel qui essaye de reproduire des images d'espace tridimensionnel, je reviendrai là-dessus, et qui passe à travers un encodage qui est ouvert dans le cas de l'ambisonique, qui est très fermé dans le cas du Dolby Atmos propriétaire, mais dans les deux cas, qui fait que le codage coïncide avec le format spatial. Or, il existe aussi, bien sûr, d'autres situations de diffusion, de production. Je pense notamment à toute la tradition française qui s'est essaimée de par le monde autour de l'acousmonium qui s'est développé dans les années 60-70 sur l'idée d'une composition stéréophonique et comment la partager, comment la faire entendre en public. Malheureusement, l'idée de l'acousmonium n'a pas beaucoup évolué depuis cette époque-là, alors qu'il s'agit d'un format au sens très très général du terme, qui n'a pas la volonté d'un Dolby Atmos ou d'un ambisonique de représenter un seul espace, et encore moins un encodage qui lui correspondrait, mais malgré tout avec des tendances, des qualités qui lui sont propres. Et puis on a tout le reste, c'est-à-dire depuis quelque temps, on pourrait dire, une tendance encore assez timoré à investir l'espace dans son ensemble, l'espace au parlant toujours, dans son ensemble concrètement, dans son ensemble, sa diversité, sa multiplicité. Alors moi, ça je le fais depuis bientôt une quarantaine d'années, et il se trouve que depuis quelque temps, on va dire actuellement essentiellement en Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien on se retrouve avec trois lieux, l'Acousmonef à la Monnerie-le-Montel, la Grange de Banson, près de Clermont-Ferrand, et puis le Crâne Lab, dans le sud de la Bourgogne. Trois lieux dans lesquels un dispositif est installé à demeure, et il se trouve que ces trois dispositifs font partie d'une famille encore assez peu répandue, qu'on pourrait appeler
concrète, justement, par opposition à l'immersion, à l'espace immersif qui est aujourd'hui répandu. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, sans essayer de faire un raccourci historique qui n'aurait pas beaucoup de sens et qui serait de toute façon extrêmement simplifié, malgré tout, j'ai le sentiment qu'on arrive, enfin, à ce que j'appellerais le troisième âge du son spatial, du son au parlant tout court. Le premier âge ayant été le plus long et continuant, ce ne sont pas des âges qui se remplacent mais qui s'ajoutent, celui de la visiophonie, c'est-à-dire un espace que l'on regarde. On regarde les sons devant soi. On regarde la plupart du temps la production des sons devant soi lorsqu'il s'agit d'un spectacle, d'un concert, mais c'est un peu la même chose lorsqu'on se retrouve devant une paire d'enceintes avec une stéréophonie qui se trouve cadrée à l'intérieur de cette petite fenêtre ouverte sur le monde et ouverte devant nous. Donc la stéréophonie, il ne faut pas l'oublier, c'est essentiellement une perspective, par rapport à la monophonie en tout cas, une perspective qui s'est ouverte, qui a dégagé un petit cadre dans le monde perceptif du sonore et à l'intérieur duquel, grâce à notre imaginaire, eh bien, on va pouvoir se glisser. Et avec, je dirais, une bonne stéréophonie, on peut tout à fait, avec de l'habitude, eh bien, oublier qu'il peut y avoir des choses de part et d'autre, autour, au-dessus, au-dessous, etc. Donc c'est un monde circonscrit à l'intérieur d'une petite lucarne, mais un monde qui est en soi infini à l'intérieur de cette lucarne. Et puis on peut choisir d'ouvrir cette lucarne avec les espaces immersifs, et cette fois-ci on n'est plus devant, on n'est plus face à, on est au milieu d'eux. Bon, au milieu d'eux, c'est d'une certaine manière déjà mieux si on pense à nos capacités auditives et à nos capacités créatrices. Mais c'est pareil, il s'agit toujours du point de vue d'un auditeur, et ces espaces immersifs, quels qu'ils soient basés sur un codage ambisonique ou sur un codage Dolby Atmos ou n'importe quoi d'autre finalement, eh bien, vont avoir en commun cette idée de reproduire une image d'espace à l'intérieur duquel eh bien, on veut se sentir plus ou moins bien, comme si on était à l'intérieur d'un espace, d'un paysage, d'une ville, de tout ce qu'on peut imaginer, mais malgré tout, toujours avec cette même idée que nous sommes entourés par cette image. Et cette image, il ne faut pas oublier, elle ne comporte toujours que deux dimensions. Une dimension horizontale, une dimension verticale si on est dans un immersif complet, mais nous n'avons pas, la plupart du temps, eh bien, de troisième dimension. La proximité des sons, comme on l'a dans la vraie vie, eh bien, est de l'ordre de la suggestion, de l'ordre de la virtualisation, de l'ordre de l'image. Pour arriver à, comme dans la vraie vie, pouvoir profiter du vrai relief, de la vraie distance des objets et pouvoir éventuellement se déplacer au milieu de tout ça, eh bien, il faut ajouter la troisième dimension. Cette troisième dimension, ça va être le volume. Je vais pouvoir tourner autour de quelque chose, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur, en sortir, etc. Et donc tout ça, ça va être les espaces volumétriques qui sont, pour moi, ce troisième âge de l'espace au parlant, qu'on connaît depuis un certain temps. Je ne suis pas le premier, évidemment, à en parler, ni même à le réaliser, mais il se trouve que, pour des raisons tout à fait évidentes d'économie du spectacle, eh bien, cela pose des problèmes d'essayer de faire du réel, on pourrait dire, alors que c'est beaucoup plus efficace de faire de l'image du réel. D'autant que ces espaces plus qu'immersifs, on pourrait les appeler, ou immersifs augmentés, c'est bien la mode de parler de l'augmenté en ce moment, eh bien, sont des espaces qui vont généralement être plus exigeants en termes peut-être de ressources au niveau de la production, et puis évidemment un petit peu moins facile à déployer pour certains types d'écoute publique, pour certains lieux. Dans un auditorium, par exemple, ça semble très difficile, puisqu'il va falloir placer des points de production au parlant dans les trois dimensions, sous la forme d'un maillage plus ou moins régulier, plus ou moins irrégulier. Depuis une quinzaine d'années,
il y a un système qui s'appelle le 4D Sound, qui est basé exclusivement sur ce type de maillage. Donc un maillage avec des mailles carrées, des mailles cubiques, pardon, des mailles cubiques qui font en tout cas dans les installations complètes 3 mètres de côté, donc quelque chose de très vaste, dans lequel, eh bien évidemment, on va produire des sons, on va écouter des sons avec un autre rapport que le rapport habituel de la scène et du public aligné face à cette scène. Donc les situations d'écoute sont beaucoup plus vastes, bien entendu, que celles que l'on connaît traditionnellement avec le concert. Et puis il y a aussi toutes les situations d'écoute encore plus ouvertes, qui sont aussi du volumétrique. On va encore plus peut-être d'ailleurs se déplacer parmi les objets sonores, les êtres sonores, les phénomènes sonores au parlant. C'est tout l'ensemble des installations, de la muséographie, des interventions un petit peu inclassables, qui, comme elles sont inclassables, souvent on n'en parle pas, tout simplement. Hein. Donc c'est aujourd'hui tout un éventail de possibles qui est assez facilement réalisable parce qu'on a les outils, on a la puissance de calcul de nos ordinateurs, etc. Mais qui va poser de plus en plus le problème des compatibilités. Toute cette diversité fantastique que l'on va pouvoir appréhender en dehors des espaces immersifs égocentrés, donc tous ces espaces allocentrés peuvent prendre n'importe quelle forme, et comment est-ce qu'on communique n'importe quelle forme avec n'importe qui. Donc ça, évidemment, l'absence de formatage peut être perçue comme un inconvénient, comme une limite, voire, et se dire, non, moi ce que je veux, c'est diffuser mon travail le plus largement possible, ça se comprend, et donc je vais choisir des formats qui permettent cette diffusion, soit à l'intérieur aujourd'hui de la branche cinématographique avec le Dolby Atmos, en sachant que dans les salles de concert, dans d'autres situations de diffusion, ce n'est pas encore très répandu, et au contraire, le dôme avec éventuellement un codage ambisonique, qui là se trouve un peu partout sur la planète, avec les dômes audiovisuels bien sûr, avec projection d'images à 360 degrés, mais aussi des dômes destinés à l'écoute. Alors dômes plus ou moins étendus, plus ou moins sphères, plus ou moins cubiques. Hein. Il n'y a pas d'importance que ce soit une réelle forme de dôme. Hein. À l'IRCAM, c'est pas du tout, enfin ils appellent ça le dôme ambisonique, mais il s'agit d'un cube, en fait d'un parallélépipède. Donc on peut tout à fait aujourd'hui mettre dans le même panier, pour moi, le Dolby Atmos, les cubes, les parallélépipèdes et les autres parallélépipèdes et autres dômes sphères, dans cette grande famille donc des espaces de deuxième génération, des espaces périphoniques, des espaces immersifs. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, comme je le disais, ces 3 lieux dans la petite région Auvergne-Rhône-Alpes. On va avoir le 4D Sound à Budapest, à Berlin et dans quelques autres endroits de par le monde. On va avoir peut-être bientôt la Satosphère qui devrait s'équiper un haut lieu de l'immersion, qui devrait s'équiper d'ajouts placés à l'intérieur et qui permettrait d'accéder à ces espaces, à certains types d'espaces volumétriques. Dans tous les cas, on va se retrouver donc avec des artistes, des diffuseurs, des lieux qui vont proposer, qui vont disposer à l'intérieur peut-être donc de ces espaces nouveaux volumétriques, qui vont avoir fait des choix différents. Et là, je vais rétrécir ma petite présentation, qui devient déjà moins petite, à ce qui se passe justement au sein du réseau InDream, petit réseau de diffuseurs, petits parce que pas très nombreux, et puis aussi parce que ne disposant pas de ressources particulières, à part celles des personnes qui ont géré, qui ont créé ces lieux-là, mais avec des particularités et des ressemblances. Donc les ressemblances, il s'agit de dispositifs au parlant destinés à la diffusion d'œuvres composées pour
haut-parleurs, donc des œuvres acousmatiques, de musique concrète, de cinéma pour les oreilles, électroacoustique et de son fixé, et de tout ce qu'on voudra bien affubler comme autre terme voisin. Ce sont des espaces tridimensionnels, donc multicouches, dans lesquels on va avoir peut-être un certain nombre d'enceintes situées autour du public, puisque ce sont des lieux fermés, mais aussi à l'intérieur. Et c'est dans ce rapport de l'intérieur et du autour, finalement, où vont se situer l'essentiel des différences. Le dispositif du Crâne Lab et celui de la Grange de Banson, la Cosmojet, disposent tous les deux de 32 points. Ce sont des 32.2, ce qui est déjà assez extraordinaire. La Cosmonef, lui, en a un petit peu plus avec ses 80.4. Et les choix donc, qui sont différents dans ces trois lieux-là eh bien, vont évidemment poser des problèmes, ne serait-ce que si on souhaitait, entre nous trois, sans même ouvrir sur d'autres compositeurs, eh bien, faire entendre nos travaux. Et donc pour ça, il va falloir que nous fassions au minimum des adaptations, voire des transcriptions. La même chose si je souhaite envoyer certaines de mes œuvres à d'autres endroits qui vont peut-être, dans certains cas, encore rares pour aujourd'hui, je le disais, eh bien, disposer d'un espace volumétrique, tridimensionnel. Donc dans ce cas-là, l'adaptation va être assez simple. Dans d'autres cas, les plus nombreux, eh bien, on va se retrouver avec des dispositifs qui ne vont comporter que 2 dimensions, périphoniques, dôme par exemple, ou acousmonium. Et donc là, il va falloir aller un petit peu plus loin, faire des transcriptions. Alors il y a quelques années, cette idée-là même était compliquée. Quand je dis quelques années, c'est il y a plus de 10 ans, on va dire, 10-15 ans, parce que les ressources informatiques étaient limitées, parce qu'on manquait d'outils, parce que les formats les plus courants, finalement, étaient suffisamment simples à gérer aussi pour qu'on n'ait pas trop besoin de s'embêter. Par exemple, si on a une octophonie en cercle et qu'on doit la diffuser sur une octophonie en paire, eh bien, on peut encore se contenter de faire soit du patch, soit avec quelques, je dirais, techniques simples d'envoi, d'auxiliaire et de retour, etc., sur une console analogique même, eh bien, on va s'en sortir. Donc, évidemment, ces questions-là deviennent importante et même cruciale à partir du moment où on atteint un certain niveau de complexité et d'exigence. La question donc de ces adaptations, c'est comment ça marche. Dans tous les cas, à part si l'on utilise un codage qui transforme complètement la réalité sonore, le codage ambisonique, eh bien on reste pratiquement toujours dans une représentation du son multicanal, où un canal va représenter un point de l'espace, ou plutôt un nœud d'échantillonnage de l'espace, et on va essayer de faire correspondre ces nœuds lorsqu'on va faire une adaptation. Je pourrais prendre comme analogie celle du langage, des langues. Il y a des langues qui sont relativement proches, par exemple les langues latines, qui font que ça va être assez facile, relativement facile, d'adapter certains mots, certaines phrases du français à l'italien. Je n'ai jamais fait d'italien, mais en lisant une notice en italien, j'arrive déjà à peu près à comprendre de quoi il s'agit. Et puis, il y a d'autres langues dans lesquelles ça va être beaucoup plus difficile. Le néerlandais, par exemple, et je ne parle pas évidemment du japonais ou de l'hébreu. Donc, dans ces cas-là, on va nécessiter de faire des traductions. Et en fait, adaptation, transcription, tout ça, il s'agit finalement de faire des traductions entre un format et un autre, la proximité entre ces traductions étant plus ou moins importante. Et pour faire la traduction, eh bien nous, notre seul moyen de faire, c'est de travailler sur les connexions et sur les amplitudes. On va envoyer un point d'un dispositif source, d'un format source, vers un autre point d'un format destination. Et quelquefois, si les deux dispositifs ne coïncident pas, eh bien, il va falloir qu'on envoie un point vers plusieurs autres, etc. Et c'est là, évidemment, où vont commencer à se poser des problèmes de fiabilité, de respect, on pourrait dire, du format initial par rapport au format final. S'il manque des dimensions, par exemple passer de 3 dimensions volumétriques à 2
dimension périphonique, par exemple dôme, eh bien, il y a des points qu'il va falloir non pas supprimer, mais transformer. En gros, on va transformer un espace concret en un espace immersif, et cet espace immersif va comporter des points qui vont devenir fantômes. On va transformer en fantômes des points qui avaient une réalité, une concrétude. Alors, je vais aborder évidemment des questions qui pourront peut-être paraître un peu surfaites, un peu compliquées par rapport à la réalité de tous les jours. C'est vrai que cette réalité des espaces composés qui plus est volumétriques, avec une certaine exigence en termes de rendu, on va dire en termes d'ouverture des capacités expressives du son qui passe évidemment par le haut-parleur, eh bien, par rapport aux habitudes encore qui sont les plus généralisées aujourd'hui, parmi les formats, ben, on va en trouver encore énormément d'octophonie, souvent en cercle ou en paire, et là, comme je l'ai dit, les questions sont très vite résolues. Cela dit, en termes d'outils, c'est ce que je vais aborder ici, enfin méthode et outils. La première méthode reste encore celle qui est, d'une certaine manière, l'idéal, c'est-à-dire celle dans laquelle on va simplifier au maximum les transferts entre le format source, le format de la composition, et le format destination, celui de l'espace haut-parlant dans lequel elle se trouve être plongée. L'idéal, c'est lorsque tous les points correspondent, tout du moins par rapport à cette idée d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation à faire, il y a juste des connexions à choisir. Et là, au niveau des outils, eh bien, on peut faire ça uniquement avec un patch. Alors, avec les dispositifs qui sont ceux du réseau InDream, l'Akousmonef, le CraneLab, l'Akousmojet, eh bien, ces trois-là disposent déjà d'un choix de points haut-parlants qui va être supérieur à la plupart des œuvres qui nous sont envoyées. Par exemple, une œuvre octophonique ou une œuvre en pseudo Dolby Atmos en 7.1.4 ou 9.1.6, comment est-ce qu'on va les intégrer dans nos dispositifs ? À ce moment-là, je disais le plus simple, c'est déjà de voir si on ne peut pas le faire avec un patch. Donc un patch, ça peut être quelque chose qu'on connecte manuellement, des entrées jack, des sorties, etc. Ça peut être un routage qui va s'afficher sous la forme d'une matrice, ça c'est disponible dans Reaper à tous les niveaux. Mais on peut aussi utiliser pour ça des outils un peu plus intuitifs, un peu plus pratiques, moins sujets à erreurs humaines. Par exemple, la série des Space Routes dans les Akousmodules sont des patchs, mais des patchs un peu graphiques. C'est-à-dire qu'on va déjà disposer des points d'une manière totalement arbitraire dans un espace de représentation pseudo-perspective. Donc ici, par exemple, celui de l'Akousmojet, celui du CraneLab, les points numérotés correspondant aux canaux de sortie de ces dispositifs, tels qu'ils ont été communiqués par chacun de leurs responsables. Et après, je vais dire, voilà, je reçois par exemple une pièce qui va être en Atmos 7.1.4. Est-ce que je peux la dispatcher directement? Et si ce n'est pas direct, quel choix je vais devoir faire? Là, par exemple, ça c'est un choix qui est propre au CraneLab. Eh bien, on n'a pas vraiment de cercle. En tout cas, par exemple, on aurait beaucoup de difficultés à mettre un cercle octophonique. Alors un 5.1.4 ou 7.1.4, c'est pas un cercle complet, ça va un petit peu mieux. Il n'y a pas non plus un souci de compatibilité avec les formats classiques, les formats normés. Je dirais presque dans le cas du CraneLab, une non-compatibilité voulue et assumée. Mais en ce qui concerne l'utilisation de l'outil, du patch, eh bien, j'aurai, par exemple, si c'est un 5.1.4, eh bien, je vais avoir un point central qui serait par là. Donc là, ça serait le numéro 3, normalement, par rapport en tout cas à la numérotation traditionnelle du surround et de l'immersif.
je vais avoir le left et le right. Alors là, une petite hésitation. Est-ce que je les place à ce niveau-là ou à ce niveau-là? Là, c'est peut-être un petit peu trop élevé. Allez savoir. Par rapport à la position en élévation, j'en reparlerai un petit peu, mais beaucoup de dispositifs commence le plus bas, déjà au-dessus des oreilles. C'est le cas notamment du Dolby Atmos dans les salles de cinéma. En fait, il s'agit en l'occurrence, aussi bien d'Atmos qu'à l'S Pro, eh bien d'une espèce de couverture au-delà de l'élévation, on va dire. Donc là, je vais mettre le point 3 ici. Là, je mettrai par exemple le left ici, le right ici, 1, 2, et puis les canaux d'un 5.1.4, le 5 et le 6, dans ces positions-là. Et là, je prends les points qui existent sans me préoccuper de l'exactitude de l'angle. Si je souhaite que le surround soit exactement à 110 degrés, eh bien là, je vais devoir faire des interpolations. Mais est-ce que j'y gagnerai quelque chose? Moi, je dirais non, parce que de manière générale, je pense qu'il vaut mieux privilégier la stabilité de la masse spatiale, même si c'est une image de masse spatiale, comme c'est le cas avec les systèmes immersifs, plutôt que vouloir à tout prix garantir une position angulaire qui, de toute façon, va être différente selon la place de l'auditeur. Alors, pour les systèmes particulièrement égocentrés, comme lorsqu'on utilise un encodage ambisonique, il faut quand même faire attention à ça. Mais pour ceux dans lesquels finalement la position de l'auditeur peut être plus ou moins variable, voire pratiquement quelconque, eh bien ce qui compte, c'est les positions relatives plutôt que les positions absolues. Et puis en élévation, là je le mettrai sur le carré qui est en haut, qui est un petit peu large peut-être par rapport à un Dolby Atmos standard. Cela dit, dans les salles de cinéma, il se trouvait au-dessus de la tête, 2 rangées au-dessus des spectateurs. Dans le Dolby Atmos domestique, il se trouvait complètement sur les côtés, au même niveau que les gauche-droite, surround left, surround right. Donc, on ne va pas être plus royaliste que le roi en l'occurrence. Donc là, ici, je mettrai par exemple le 7, le 8, le 9 et le 10. Voilà. Donc ça, l'utilisation d'un patch graphique, c'est sympa, dans le sens où ça revient exactement à la même chose que de tirer des câbles ou de cocher des cases, sauf que je choisis, d'une manière plus intuitive, le canal d'entrée vers le canal de sortie. Quant à leur position relative, je pourrais les mettre n'importe où, ça ne changerait rien au principe, c'est juste pour me faciliter la vie. Alors en général, comme je viens de le faire, passer d'un dispositif qui comporte un nombre relativement faible de canaux vers un autre qui en dispose de plus, c'est assez facile. Alors évidemment, il peut y avoir, comme c'est un peu le cas ici, déjà des zones d'ombre, des zones dans lesquelles les points sont absents. C'est à ce moment-là qu'il va falloir jouer avec les fantômes dont je vais parler. Mais plus le dispositif va être riche, plus il va disposer d'un nombre de points répartis un petit peu partout, plus ça va être facile de dispatcher simplement les canaux entrants. C'est ce que je peux faire à la Kousmanev, qui fait que la plupart du temps, lorsqu'il s'agit de pièces que je reçois, je n'ai pas besoin de passer par des outils de conversion, j'ai juste besoin de faire des connexions point par point et de choisir celles qui vont être les plus proches entre l'espace source et l'espace destination. Alors je reprends l'exemple de la console de diffusion parce que finalement tous les logiciels aujourd'hui, plugins, qui vont permettre de faire des conversions de format qu'on appelle quelquefois des transcodages, c'est le cas, c'est le terme qui est utilisé dans le SPAT Révolution, et le terme est très malheureux parce qu'il pourrait faire penser qu'on va changer le codage seulement, sans changer ce qui est représenté par le codage. Or, c'est faux, on va changer la réalité de l'espace d'une manière plus ou moins importante selon l'algorithme qu'on va choisir, selon la méthode et le soin qu'on va y apporter. Donc on va avoir d'une part
un espace représenté par des points, d'autre part un autre espace représenté par des points, et on va essayer de les faire, si possible, coïncider au maximum. Plus ils vont coïncider, plus la transposition va être réussie, va être fiable. C'est-à-dire qu'on va conserver une certaine stabilité au travail, à l'espace de l'œuvre. On va lui conserver également un maximum de relief. Stabilité et relief sont deux choses qui sont liées à l'apparition des fantômes. En gros, plus il y a des fantômes, plus, c'est logique, le son va avoir tendance à se balloter, à s'évaporer au lieu d'être situé. Et puis, comme les fantômes, ça veut dire finalement avoir le même son qui hésite entre plusieurs endroits ou qui est réparti sur plusieurs endroits, eh bien, on va avoir des phénomènes plus ou moins audibles selon les cas, donc de déphasage, de choses comme ça, qui vont avoir tendance à émousser un petit peu les attaques, les transitoires, la précision du son. Donc, on risque de perdre un petit peu de stabilité et un petit peu de relief. Alors, comment s'arranger pour que cette perte soit la moins importante ? Il y a plusieurs méthodes, et comme je disais, voilà, il y a un certain nombre d'années, on pouvait se contenter de prendre une console et d'avoir un potentiomètre et des envois d'auxiliaires qui envoyaient ce signal entrant vers une ou plusieurs sorties. C'est finalement ce que fait quelqu'un qui va diffuser une stéréophonie sur un acousmonium. Il va prendre deux canaux et il va envoyer ces deux canaux uniques sur 10, 20, 30, 60 sorties d'une manière dynamique. Là, on n'est pas du tout dans l'adaptation, dans la transcription, on est dans autre chose, et cette autre chose, on l'appelle aujourd'hui la spatialisation interprétée ou l'interprétation spatialisée, bref. Donc, on peut utiliser encore aujourd'hui des consoles, ou tout du moins des consoles virtuelles. C'est en fait, je trouve, la technique la plus fiable, alors pas la plus simple dans sa manipulation, mais la plus simple dans son procédé. On va avoir une entrée et on va dire cette entrée va sur telle sortie avec tel niveau. Et tous les algorithmes donc, de spatialisation, avec toujours leurs petits noms de VBAP, DBAP, LBAP, MBAP, etc., eh bien, vont fonctionner comme ça, simplement qu'au lieu de présenter à l'utilisateur des potentiomètres avec des réglages de volume, eh bien, ils vont intégrer ça derrière une interface graphique qui va être évidemment un avantage pour l'utilisateur, ça va être a priori plus simple à gérer, plus intuitif, mais il va aussi avoir moins de regard, moins d'action directe sur ce qu'on peut produire. Et ça, autant ça marche très bien lorsque les dispositifs source et destination sont principalement coïncidents, ou lorsque leur maillage est assez équivalent, est assez linéaire, basé sur des mailles à peu près toutes de la même taille, on va voir. Eh bien, au contraire, lorsqu'il y a des trous, lorsqu'il y a des dimensions qui manquent, lorsqu'il y a des déséquilibres, ça va être beaucoup plus difficile à gérer, et la plupart de ces algorithmes-là vont faire au bout d'un moment un petit peu n'importe quoi. Et c'est là où le technicien, le musicien, le compositeur, eh bien, va avoir un avantage, c'est que lui, il va pouvoir faire des choix. Et ces choix, quelquefois, vont être contraires à ce qu'aurait trouvé un algorithme, parce qu'ils sont basés sur une connaissance de ce qu'on veut obtenir, ou de ce qu'on peut obtenir, ou du contenu. Alors, le premier exemple que je vais vous proposer, j'ai basé ici tous mes exemples sur les trois dispositifs donc, du petit réseau InDream, l'Acousmonef, l'Acousmojet et le CranLab. En posant cette question que je me poserai en tant que compositeur, comment envoyer une œuvre composée en 80 canaux, donc en espace nodal, espace physique de type volumétrique, vers d'autres espaces physiques volumétriques, mais qui vont comporter un nombre différent de canaux, 32, okay, mais surtout un arrangement légèrement différent, une répartition de ces 32 canaux. C'est-à-dire que le nombre, c'est une chose, mais ce n'est pas, je dirais, l'aspect le plus important. Le plus important, c'est l'organisation spatiale. Or, si on reprend encore un dôme, finalement,
un dôme, ça nous donne déjà l'organisation spatiale. Donc la seule chose qui va changer, ça va être en quelque sorte sa résolution. Alors bien sûr, il peut être plus ou moins incurvé, plus ou moins élevé, etc. Mais finalement, pour faire une adaptation d'une œuvre pour dôme vers un autre dôme, eh bien, il suffit de tirer plus ou moins sur les mailles qui recouvrent cette surface. Avec les espaces volumétriques, c'est plus complexe parce qu'on a déjà une dimension supplémentaire, on a 3 dimensions, et les combinaisons d'organisation de ces 3 dimensions sont très variables. Alors on pourrait, comme le système 4D Sound, avoir choisi d'une manière très raisonnable eh bien, des mailles qui ont toutes les mêmes dimensions, des mailles cubiques. Là, on se retrouverait un petit peu comme dans le cas du dôme, à simplement eh bien, choisir le nombre de mailles, donc à faire toujours pareil, des étirements ou des resserrements de ces mailles en conservant leurs proportions. Mais voilà, il se trouve que moi, Jean, Richard, préférons une certaine idée de la diversité, et puis aussi parce que chacun des lieux peut avoir des particularités, des impossibilités ou des contraintes au niveau de l'accroche, au niveau des dimensions, au niveau de l'acoustique, au niveau de la place des auditeurs, qui fait que, eh bien, on va choisir telle ou telle combinaison d'arrangement de ces, en l'occurrence, 32 points. Donc, par exemple, la Kousmanev vers CranLab, je passe par mon Space in Fader 80. Là, j'affiche le dispositif de destination. Je vais afficher aussi celui de source en dessous. Donc mon espace 80 points, l'espace 32 points. Et là, je vais envoyer des signaux. Alors on passe évidemment par le binaural pour avoir un petit aperçu audible de tout ça dans cette vidéo. Et visuellement, ils doivent correspondre, sauf qu'évidemment, il y a beaucoup moins de points, et puis surtout à certains endroits, il n'y en a pas. Par exemple, là, dans la Kousmanev, je vais avoir des points situés sur la périphérie au sol. Dans le CranLab, à l'arrière, je n'ai pas de points placés sur la périphérie. Dans la Kousmanev, j'ai également des points situés à l'intérieur, une colonne. Dans le CranLab, je n'ai pas de colonne intérieure. Donc, que se passe-t-il lorsque je vais faire mon adaptation, ma traduction? Si j'envoie un signal qui devrait se trouver, disons-le comme ça, derrière au sol l'auditeur, et qu'il n'y a pas de point derrière au sol l'auditeur, il n'y aura pas moyen de toute façon de le faire entendre à cet endroit-là. Il faudra choisir les points les plus proches. S'il n'y a pas de point vertical sur cette colonne, comme c'est le cas ici, par exemple celui qui est tout en haut, eh bien il va sonner sur les points les plus proches. Et c'est toute cette idée de où se situent les points les plus proches et comment je répartis le signal, qui doit donc être, avec cet outil, avec le Space in Faders, qui doit être décidé. Donc je vais avoir ici des petits curseurs qui représentent le signal d'entrée. Donc j'en ai 80, puisque 80 vers 64. Et pour chacun de ces points d'entrée, je choisis les numéros de sortie, les canaux, et avec une certaine amplitude. Donc les petits curseurs bleus, je vois qu'il y en a certains qui sont plus ou moins montés. Dans certains cas, là comme le 68, eh bien, je l'envoie sur 4 points, de manière à donner l'impression, une impression qui va être très floue, très instable, que j'ai quelque chose qui se situe tout au-dessus de la tête, le fameux Voice of God. Donc il n'y a pas de Voice of God chez Jean, pardon. Il y en a un chez Richard. Quasiment. Et donc ce travail, l'avantage, c'est qu'il va être très, très précis, très minutieux. Je décide que tel point va vers tels autres points. Je décide que la masse fantôme va être plus ou moins étroite, plus ou moins large. Mais c'est fastidieux. Je pourrais au contraire choisir une méthode qui puisse se faire automatiquement. Alors automatiquement, c'est ce que vont généralement faire les gens qui travaillent dans le son aujourd'hui.
Ils vont utiliser des logiciels spécialisés pour la spatialisation, dont certains vont être tout à fait utilisables pour faire des conversions. Celui qui est le plus professionnel aujourd'hui peut-être, c'est le SPAT Révolution de Flux, qui permet de cette manière-là de convertir à peu près n'importe quoi vers n'importe quoi, les fameux transcodages dont je parlais tout à l'heure, sans que l'utilisateur ait à intervenir entre les deux. On dit, voilà, le dispositif de départ, il a telle forme, le dispositif d'arrivée, il a telle forme. Là, je remets mes petites vues. Donc là, je vais afficher les numéros, ça sera plus visible. Voilà, je dis que ça, c'est mon dispositif source, ça, c'est mon dispositif destination, et le logiciel s'occupe pour faire tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire envoyer vers le point qui est le plus proche. S'il n'y a pas de point le plus proche, il va l'envoyer sur les voisins. Alors on peut évidemment quand même choisir l'algorithme pour le faire, hein, le fameux algorithme de spatialisation, en sachant qu'il y en a certains qui sont incapables de faire ce genre de travail. Pour les espaces volumétriques, on ne peut pas utiliser du VBAP, qui est au contraire celui qu'on va trouver le plus souvent sur les panneurs, parce que le VBAP dit 3D, en réalité, n'est que 2D. Il permet de faire une interpolation au maximum sur 3 points. En gros, par rapport à mes points entrants, il pourra l'envoyer sur jusqu'à 3 points, et 3, ça fait une surface, ça ne fait pas un volume. Il faudrait du VBAP 4D pour pouvoir faire de la vraie 3D. On a donc d'autres méthodes, d'autres algorithmes qui existent, notamment le DBAP, Distance Based Amplitude Panning. Et le DBAP a été d'ailleurs inventé pour les espaces volumétriques. En gros, le VBAP, Vector Based Amplitude Panning, existait déjà et fonctionnait très bien pour tout ce qui est donc périphonique, pour tout ce qui va être immersif, comme on le dit aujourd'hui. Mais impossible de l'utiliser pour quelque chose de plus ouvert, par exemple pour une installation où les points parlants vont être distribués un petit peu n'importe où et où les auditeurs, les visiteurs vont se déplacer à l'intérieur. Donc le DBAP permet ça. Et le DBAP, on va le trouver dans un certain nombre de logiciels aujourd'hui, donc le SPAT Révolution bien sûr, Panoramix de l'IRCAM, tout ça c'est issu du travail sur le SPAT de l'IRCAM, mais on va le trouver aussi dans un plugin pour moi incontournable qui est le Space Master du GRM, des GRM Tools. Donc les GRM Tools sont des plugins de traitement. Et parmi ceux-ci, il y en a deux qui sont gratuits, le Space Master et le Space VR. Et le Space Master utilise le même principe de deux dispositifs, un dispositif source, un dispositif destination, donc les fameux layouts, et il va opérer la traduction de l'un vers l'autre automatiquement en utilisant cette méthode du DBAP. Et ce DBAP fonctionne très bien. Il fonctionne parfaitement si les deux dispositifs ont des maillages réguliers, toujours la même chose, ou en tout cas si leurs maillages correspondent le plus possible. Dans le cas où il y a des trous, le DBAP il s'en sort toujours, mais il ne s'en sort pas toujours le mieux possible. En gros, il va répartir l'énergie du signal entrant vers les points les plus proches. S'il n'y a pas de points les plus proches, il va l'envoyer vers les points les plus lointains. Or, en 2 dimensions, ça passe. En 3 dimensions, ça passe beaucoup moins bien parce qu'il y a l'ambiguïté. La proximité se situe-t-elle horizontalement ou verticalement? Est-ce que le point le plus proche entre mes deux dispositifs, source-destination, se trouve être sur le plan ou sur la verticalité? Or, dans les espaces haut-parlants et dans notre vie et dans notre audition, les deux ne sont pas du tout équivalents. Notamment, si je reprends l'exemple précédent où je place des points, des sons, des masses spatiales qui vont être au sol, si à un endroit j'ai rien au sol et que le point le plus proche de celui qui n'existe pas se trouve être en élévation, eh bien le DBAP, pas de problème, va le mettre en élévation. Et là, moi je vais me dire, non, ça ne va pas. Il faut que le point soit au sol. Je préférerais, par exemple, qu'il soit pas au bon endroit, qu'il soit par exemple sur le côté plutôt qu'à l'arrière, mais qu'il soit bien au sol. Donc ce genre de choix, le DBAP n'est pas capable de le faire, les autres algorithmes non plus. C'est là où je vais venir.
ça peut être bien d'avoir la main sur le procédé. En tout cas, mis à part, je dirais, des cas un petit peu particuliers, en fait pas si particuliers que ça, puisque c'est ceux qu'on va rencontrer justement entre nos 3 dispositifs, volumétriques à l'intérieur d'InDream, eh bien le Space Master en tout cas s'en sort très bien. Et alors le gros avantage pour moi, enfin les gros avantages par rapport au Space Revolution dont j'ai parlé avant, c'est d'une part, il s'agit d'un plugin. Et ça, c'est le plus gros avantage, qui simplifie énormément le travail. Et le deuxième avantage, qui n'est pas à minimiser, c'est qu'il ne coûte rien au lieu de 1500 €. Donc, pouvoir dire à des compositeurs, bah oui, vous pouvez faire des transcriptions pour envoyer, par exemple, au CranLab ou à la Cosmojet, et pour ça, vous pouvez utiliser le GRM Tools Space Master, qui ne va rien vous coûter, et vous nécessiterez simplement un petit peu de temps de compréhension. On peut même vous fournir les fichiers, les presets. Ben, c'est quand même un argument de poids. Quand je dis que c'est préférable aussi d'utiliser des plugins plutôt qu'une application distante, ben c'est parce que, voilà, là je suis donc dans Reaper, j'ai placé mon plugin sur une piste, et c'est tout. J'ai rien d'autre à faire. Si je voulais utiliser le Space Revolution, il faudrait que je transfère le flux audio entre les 2 applications via un pont audio. Il faudrait que dans l'autre application, après, soit je le renvoie dans Reaper parce que je pourrais souhaiter y mettre d'autres plugins, d'autres effets, par exemple un égaliseur sur une partie, faire du bass management, etc. Toutes choses qui ne sont pas possibles pour l'instant dans le Space Revolution. Donc c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gourmand également en ressources d'utiliser 2 applications plutôt que de tout faire dans la même. Donc pour ça, il n'y a vraiment pas, pour moi, la question ne se pose pas. Si on peut le faire avec un plugin, eh bien on a tout l'intérêt de le faire. Alors là, si je reprends, je vais prendre toujours vers le CranLab, Acousmanev vers CranLab, voilà. Et Space View, je vais mettre également... Ah non, on va mettre la Cosmojet, puisque je l'avais mis, ça va changer un petit peu, il faut équilibrer. Voilà, donc Acousmanev vers Cosmojet. Ici, le schéma de la Cosmojet, donc on voit qu'il est assez différent. Hein. Par exemple, ici, je n'ai que 5 points au sol. Par contre, j'ai un point au centre, au sol, ce qui fait que si j'envoie... voilà, si j'envoie un signal ici sur le point qui s'appelle 65 dans mon Acousmanev, il va bien sortir au bon endroit. Par contre, évidemment, tous les points qui sont à l'extérieur, ici, hein, donc j'ai une couronne de 12 points, en tout j'ai 23 points au sol qui vont aller vers 5. Donc je vais devoir faire une réduction drastique de la résolution, mais pas seulement de la résolution, puisque entre les points qui se situent à l'extérieur et ceux qui se situent à l'intérieur, eh bien là ils pourront que se situer de toute façon à l'intérieur. Donc ça va être là où l'algorithme de spatialisation va peut-être montrer ses limites. Là, si j'envoie... Je vais baisser le niveau, ça ne sert à rien de se mettre du bruit rose dans les oreilles. Par exemple, c'est le point qui est dans le coin le plus lointain au sol, on va dire au nord-ouest, ben, il va sonner sur ce point-là. Si je prends celui-là qui est plus proche, il va sonner également au même endroit. Il ne pourra pas y avoir de différence entre celui qui est le plus loin ou celui qui est le plus proche. Ou alors, il faudrait peut-être que j'augmente ici une valeur de spread, donc on pourrait dire de fantomisation exacerbée, qui va faire baver un petit peu le signal plus ou moins sur les voisins, et qui à ce moment-là va me faire plus de différence. Alors là, toujours pareil, hein, on ne se fie pas à ce qu'on entend ici. Donc il va y avoir de la différence, mais en même temps, ça va sortir plus ou moins de partout. Je vais avoir une grosse masse fantôme, dont l'avantage est qu'elle va être bien enveloppante, bien immersive en l'occurrence, mais je vais perdre toute la dimension volumétrique, hein, la précision, le relief. Et ça, ben, c'est difficile de faire autrement avec le DBAP. Alors, j'ai donc
le Space Master, un plugin qui, si vous ne le connaissez pas, là je vais agrandir la fenêtre, hein. Contrairement aux Acous modules, la fenêtre est redimensionnable, bravo. Et donc là qui superpose deux vues, la vue de l'espace source et la vue de l'espace destination, donc en jaune et en bleu. En bleu, la source, en jaune, la destination, puisqu'il est en mode master. En mode calibration, eh bien là, ça nous permettrait de régler, de tester ces aspects de l'espace de diffusion. Et pour accéder à l'espace source, eh bien, il va falloir l'éditer, donc avec le l'edit layout. Les deux ne peuvent pas se faire simultanément, où là on ne peut que choisir entre trois modes de vue, top, front et 3D. Ce qui offre certains avantages et présente aussi quelques inconvénients, dans le sens où c'est quelquefois difficile de se repérer avec une seule vue. Il y a des éléments qui en masquent d'autres, donc évidemment la vue 3D va nous permettre de démasquer certains points, de relever certaines ambiguïtés, mais plus difficilement peut-être de faire des positionnements précis. Donc la vue de dessus sera mieux pour ça, mais c'est pareil, comme c'est une vue également en perspective, eh bien, quelle est la position superposée de ces points selon l'écrasement de la perspective, selon son éloignement. Bon, c'est à chacun de trouver ce qu'il va préférer. Pour moi, disons que les multiples vues, 2 vues ou 3 vues, comme on l'a dans les logiciels de modélisation 3D, permet de gagner du temps, même si, c'est vrai, ça prend un petit peu plus de place. En tout cas, bon, l'interface graphique est efficace et réussie. Et le principe, là, je vais prendre, donc je vois AcouSmodjet, hein, CraneLab, je vais prendre quelque chose d'autre, Euro 3D. Par exemple, le principe consiste à déplacer librement les points, par exemple ici dans la vue de dessus, et on a les coordonnées qui s'affichent en -1 plus 1, avec le 0 étant au centre. Et si on appuie sur la touche majuscule du clavier, eh bien, on va déplacer le point en élévation. On peut aussi directement déplacer ce point en modifiant ses coordonnées dans la petite boîte qui est là. Donc, c'est minimal, mais c'est efficace. En tout cas, tant qu'il n'y a pas trop de points. Si je regarde là une vue de l'Acousmonef, ça va vite devenir très difficile de sélectionner, de modifier l'élévation, etc. Donc on va repasser dans la vue de face pour avoir une petite idée de l'élévation. On va repasser sur la vue de dessus, etc. Bon, c'est comme ça. Et en tout cas, une fois que vous avez fait votre édition, qu'il a... Est-ce qu'il faut être juste, on pourrait dire, par rapport à la position réelle des points haut-parlants? Moi je dirais non. Ce qui compte, c'est d'avoir des positions relatives qui sont cohérentes, bien sûr, et surtout de penser qu'il s'agit d'un outil. C'est la même chose lorsqu'on fait de la spatialisation, là on fait de la conversion, mais c'est le même principe. Cet outil va utiliser des techniques. Ici, il utilise la technique du DBAP, Distance Base Amplitude Panning, pour calculer eh bien, l'amplitude d'un signal sur une ou plusieurs sur un ou plusieurs points haut-parlants. Donc ici, ça va être de tous les points qui entrent vers tous les points de sortie. Et il se trouve que cet algorithme-là est le plus efficace, comme la plupart d'ailleurs, lorsque les points sont les plus équidistants possibles. Donc même s'il y a des petites nuances, des petits écarts réels dans la position des enceintes, d'une certaine manière, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de conserver leur position relative et si possible de simplifier, de placer sur une grille plus équidistante les points, même si pour des raisons pratiques ou esthétiques, ils vont être plus ou moins lointains. Ce qui compte, ça va être le calcul des amplitudes, et par exemple qu'on ait une stéréo avec les points comme ça ou les points comme ça, eh bien le milieu sera toujours le milieu, le tiers sera toujours le tiers, etc. Donc cela, une fois dit, eh bien, vous sauvegardez votre layout, vous le sauvegardez, vous l'exportez sous la forme d'un fichier pour le retrouver au cas où, et
vous fermez la fenêtre. Évidemment, il y a des petits soucis avec ce plugin, par exemple, tant que la fenêtre n'est pas fermée, on ne peut plus rien faire d'autre dans le logiciel. Là, mon Reaper est totalement bloqué tant que je n'ai pas fermé la fenêtre d'édition. C'est un peu bête, mais bon. Et une fois que vous avez donc fait votre ou vos layouts, vous allez les utiliser. Vous allez les utiliser en tant que système de diffusion, la destination. Donc ici, je vais par exemple choisir le CranLab. Et ensuite, vous passez dans le mode master qui va vous permettre donc de faire la traduction entre un dispositif source et ce dispositif destination que vous venez de choisir. Et là, vous allez chercher dans init source celui que vous désirez, par exemple la Cosmojet. Alors il y a une autre application qui est très intéressante, au moins potentiellement aujourd'hui, c'est le SPAT-GRIS de l'Université de Montréal. Et ce SPAT-GRIS, c'est donc une application distincte, comme le SPAT Révolution, avec les inconvénients inhérents à ça, mais avec un avantage par contre, c'est que c'est gratuit et open source, donc c'est quand même pas négligeable, et qu'il utilise une technique, donc un algorithme de spatialisation qui s'appelle le MBAP, Matrix Based Amplitude Panning, qui fonctionne très bien, qui est plus précis, plus avancé si on veut que le DBAP. Sauf que pour l'instant, faire ce que je fais ici avec le SPAT-GRIS, c'est pas impossible, mais c'est très difficile parce que c'est avant tout un outil de spatialisation. Donc on peut faire des conversions à condition d'envoyer X flux mono, parce qu'on ne peut pas tout envoyer d'un seul coup, etc. D'utiliser un objet panneur qui utilise pour l'instant également des coordonnées ou des valeurs qui sont différentes de celles de dispositifs ou parlants. Bref, j'espère que ça va évoluer, que ça va avancer, parce que ça serait très bien de pouvoir dire, ben voilà, vous voulez faire des conversions, vous avez à votre disposition ça, ou ça, ou ça. Donc là, on a déjà le GRM Tools, dont la seule limite est 64 canaux, 64 entrées-sorties. Moi, ça va me gêner un petit peu pour les conversions avec de la Cosmonet. C'est pour ça qu'avant d'attaquer le Space Master, eh bien, je passe par un convertisseur qui va convertir mes 80 points déjà vers 64 pour pouvoir attaquer ce plugin. De ce côté-là, le SPAT-GRIS gère jusqu'à 256 entrées-sorties. On est tranquille pour un bon moment. Donc ça nous fait déjà deux choix possibles, donc en réalité un avec le Space Master, sachant que le Space Master, il y a un petit bémol aussi, c'est qu'il n'a pas été mis à jour depuis pas mal d'années, peut-être parce qu'il est gratuit et que le GRM pour l'instant n'a pas encore fait tous les efforts nécessaires, on va dire. Ce qui fait que sous Windows, il n'y a aucun problème, hein, pas de problème de compatibilité. Par contre, sur Mac, ça fait déjà quelques années qu'on ne peut plus l'installer sur les systèmes récents. Donc, on attend qu'une mise à jour corrige cela. Mais il n'y a pas que le GRM Tools, il y a aussi les Acous Modules. Donc les Acous Modules, c'est les plugins que je développe depuis maintenant 21 ans, bientôt 22 ans. Et dans cette grande famille de plugins de création sonore, hein, pas de spatialisation, ils en font aussi un petit peu, mais ils font essentiellement de la création, du traitement, de la synthèse de sons multiphoniques, pour tous les formats spatiaux possibles et imaginables, avec une petite préférence pour les formats volumétriques. Et donc là, il y en a plusieurs qui existent. On va dire qu'aujourd'hui, alors j'ai déjà présenté rapidement hein, le Space in Faders, qui fait le boulot, qui le fait très bien, mais qui est un petit peu rébarbatif, hein. On pourrait dire, on travaille uniquement au niveau du canal et de l'amplitude, donc on peut tout faire et le faire bien, mais ça réclame un petit peu de temps. Donc on pourrait préférer la même approche que celle du Space Master du GRM, c'est-à-dire avoir un dispositif source qu'on décrit en plaçant des points sur des représentations, et puis un dispositif destination, et hop, le plugin fait le travail de traduction. Et ça,
ça se passe plutôt bien. Donc j'ai plusieurs plugins de la famille Space Converter. Alors là, c'est la version 80 parce que je pars du dispositif de la Kousmenev. Il y a une version 64 qui est celle qu'on utilisera de préférence. Et sa particularité, c'est d'être basée sur des layers. Alors le layer, la couche d'élévation, puisque c'est ça qui va poser problème lorsqu'on va faire des adaptations entre deux formats volumétriques ou volumétriques vers périphoniques, c'est qu'est-ce qu'on fait des points qui sont situés sur telle ou telle couche d'élévation. C'est ce qui fait l'avantage de ce plugin par rapport au Space Master. Les couches sont hermétiques. Donc si je mets un point sur une couche et que je lui demande, tout moins que je demande au logiciel, au plugin, de diffuser largement sur les voisins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points, il y a une réduction de la quantité de points. Par exemple, ici, je vois vers la Kousmojet, eh bien, je n'ai toujours que 5 points au sol. Alors, je vais mettre le spécivio correspondant. Donc, comme tout à l'heure, lorsque je vais envoyer des signaux sur mes 23 points situés au sol, ils vont être forcément concentrés sur ces 5 points. Mais contrairement au Space Master du GRM, je vais pouvoir augmenter en quelque sorte la diffusion, et cette diffusion va pouvoir s'élargir horizontalement sans toucher la couche supérieure. Donc ça, c'est un avantage du système des layers. On trouve cet algorithme, ce genre d'algorithme en tout cas, également sur le SPAT Revolution, le LBAP, un petit peu différent de celui-ci. Le problème qui peut se poser, c'est le nombre de couches. Est-ce qu'on a le même nombre de couches? Par exemple, si je passe de 3 couches vers 4 couches, à quel endroit je fais la correspondance? Donc, d'une certaine manière, les systèmes 3D, tridimensionnels, qui considèrent l'espace comme des sphères, tout du moins la diffusion de chaque point comme une diffusion sphérique, vont être plus faciles peut-être à intégrer pour l'utilisateur, mais dans la réalité, le système multi-layer, multicouche, va être généralement beaucoup plus efficace, en tout cas pour les systèmes dans lesquels, encore une fois, il y a des différences de résolution, de distance, d'écartement, etc. Mais j'ai des versions à 2, à 3, à 4, voire même à 5 layers, donc on peut s'en sortir. Là, je ne sais pas... Voilà, par exemple, par rapport à la question de tout à l'heure, qui est entre le point qui se trouve dans le coin inférieur gauche et celui qui se trouve être au milieu, au sol également à gauche, comment les différencier par rapport aux 5 points uniques qu'il y a dans la Kousmojet? Eh bien là, je ne pourrai jamais aller plus loin que celui qui est le plus loin, donc voilà. Par contre, celui qui est plus près, eh bien, il va être réparti aussi un petit peu avec le point au centre. Et le point au centre, par contre, va n'être qu'au centre. Ça, c'est possible parce que je vais pouvoir justement travailler sur ma diffusion, on va dire, couche par couche. Mais il y a aussi des limites à ce procédé, parce que finalement, c'est très bien de se baser sur des représentations graphiques, à condition en tout cas d'être libre de les utiliser. Et ça, c'est aussi une différence des acousmodules par rapport aux outils de spatialisation, y compris aux GRM Tools, c'est que je peux n'importe quand modifier la position de mes points et le faire à l'écoute en me disant « Ah, ça serait mieux si je le mettais un petit peu plus par là. En gros, si mon fantôme était plus développé dans ce coin-là que dans ce coin-là. » Et ça, je peux le faire n'importe quand. Je ne passe pas par un éditeur. Je sauvegarde l'éditeur et ensuite je fais mes conversions entre mes deux schémas. Non, l'ensemble est en permanence accessible. Donc ici, par exemple, j'ai les entrées en bleu, les sorties en rouge. S'il y a un changement de canal, eh bien, je change également la valeur du canal, c'est-à-dire que j'ai mon patch directement intégré sur ma représentation, ce qui est quand même assez confortable. Mais malgré tout, il va y avoir des limites parce que j'utilise une technique de calcul des amplitudes que j'appelle le DBAC, donc encore un acronyme, donc Distance Based Amplitude Control, pas Panning. Et
tous les acousmodules qui sont basés sur des représentations graphiques comme ça, presque tous en tout cas, utilisent le DBAC. Le DBAC, on le trouvait initialement dans les logiciels multipistes, donc Samplitude, Sequoia. On le trouve également dans Reaper avec le Resurround. C'est un des modes possibles dans le Resurround. Et pour moi, il a beaucoup d'avantages en termes de création, puisque justement, ça n'est pas un panneur, ce qui veut dire que je vais pouvoir sculpter la masse spatiale. Moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que créateur. Sculpter la masse spatiale, c'est-à-dire la renfler, la creuser, etc., d'une manière libre. Je vais pouvoir simuler des panneurs, c'est-à-dire, par exemple, un déplacement le long d'une fameuse trajectoire à énergie constante. Je pourrais le faire, mais je pourrais aussi faire tout à fait le contraire, faire des creux et des bosses. Donc, en tant qu'outil de création, en tant qu'algorithme destiné à la création, il est très bien. Par contre, en tant qu'algorithme utilisé, détourné, on pourrait dire, pour la conversion, pour la transcription, l'adaptation, ça peut être un petit souci parce que rien ne me garantit que je vais conserver exactement la même amplitude ou la même énergie entre le dispositif entrant et le dispositif sortant. Et ça, c'est pas bien. Il faudrait que ça fasse la même. Donc je peux le faire, hein. J'ai plein de petits réglages qui permettent de le faire, des compensations sur le niveau de sortie, des compensations sur le niveau d'entrée, etc. Mais ça réclame un travail supplémentaire. En gros, je ne vais pas pouvoir être totalement sûr que le passage d'une configuration à l'autre, lancé d'une manière automatique, va donner toujours le meilleur résultat. Il va peut-être falloir le corriger un petit peu. Et c'est là qu'intervient, je dirais, le dernier plugin que j'ai réalisé ces derniers jours, qui s'appelle le Transspace 80 pour l'instant, qui est en fait une sorte d'hybride entre le Space Invaders de tout à l'heure et puis une présentation un petit peu plus confortable. On pourrait appeler ça une espèce d'aide à la traduction sans être une traduction automatique. Donc il faut quand même feuilleter les pages du dictionnaire, mais on va avoir des mots qui sont suggérés, comme sur nos smartphones et nos téléphones. Alors, je vais avoir ici deux dispositifs. Donc on retrouve ici l'Acousmonef, à gauche, 80 points. À droite, le dispositif de l'Acousmojet. Alors, je vais rafficher le Spaced View correspondant, Acousmojet, voilà. Et de la même manière, eh bien, lorsque je vais envoyer un signal sur un des points, j'espère qu'il va correspondre au maximum sur l'autre dispositif, en sachant, toujours pareil, hein, qu'il y a plein d'endroits où ça manque. Et là, comment vont se faire les attributions, le passage des points aux autres points, voire aux fantômes? Eh bien, ça va se faire dans le petit espace central qui, en fait, reproduit exactement le fonctionnement de mes tout petites tranches de console. Là, chaque petit rectangle sur le Space Invaders, c'est une entrée vers 4 sorties avec un patch. Point. Et bien là, je vais avoir une entrée vers au maximum 4 sorties sur 80 points. Au lieu d'avoir des potentiomètres, par contre, je vais avoir une représentation symbolique, non pas d'un espace, mais des relations entre différents points. Je vais prendre le 1, je vois qu'il est situé entre le point de sortie 29 et 31, point de sortie 29 et 31. Ce sont ces deux-là qui sont au sol. Je les vois ici, ils sont au sol et ils forment ce carré. C'est ceux qui sont ici, 29 et 31. Eh bien, je ne veux pas que ça soit complètement sur le 29 ou complètement sur le 31. Je choisis ici mes canaux, 29, 31, et je dis, ben voilà, que mon canal 1, qui devrait se situer tout là-bas, dans presque le coin, eh bien, je vais le mettre un petit peu plus par là. Donc là, si j'envoie sur le canal 1, voilà. J'ai donc mon panneur, en quelque sorte, qui va être un panneur entre 2, 3 ou 4 points, et qui, lui, va
heureusement, fonctionner à énergie constante. Éventuellement, je pourrais même ajuster légèrement la loi de panoramique, comme on dit, si je m'aperçois que ça serait bien de renforcer un petit peu le poids des fantômes, ou au contraire le creuser un petit peu en fonction des distances entre les points, etc. Et là, il y a un réglage différent pour chacun de mes points, et plus un réglage global. Donc je vais pouvoir, entrée par entrée, eh bien, choisir de quelle manière je vais conserver la coïncidence, ou au contraire le disperser sur des points voisins. Et là, je vais faire rapidement un petit tour, et donc on va pouvoir constater sur la vue du bas et sur la vue du dessus, et je vais mettre aussi la vue issue du Space Master. Donc là, je vais régler le spread à une valeur intermédiaire qui permet d'étendre un petit peu, mais pas trop quand même. C'est un peu pénible. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que globalement, il y a plus de tendance à baver sur un nombre de points important dans le Space Master, c'est logique, mais qu'il y a peut-être plus de différence avec la version issue du Transpace dans le sens où il y a des choix qui quelquefois vont faire qu'au lieu de rester sur une ligne moyenne, lorsque par exemple le signal doit faire un tour là où il y a des éléments qui manquent dans ce tour, eh bien le signal va sauter quelquefois un petit peu au-dessus, un petit peu au-dessous, parce que j'ai pris des décisions en me disant, ben voilà, derrière, il n'y a pas de point au sol. Je vais le mettre sur des points qui sont en élévation, ou au contraire, je vais conserver des points au sol, mais qui vont être situés plus devant ou plus sur les côtés. Et ça, ce sont des choix qui vont être réalisés en fonction aussi d'un contenu. Par exemple, je vais dire, voilà, dans telle pièce, il y a beaucoup de cinétisme à l'intérieur. Ben, je vais peut-être privilégier, dans ce cas-là, des synchronisations, quitte à ce que ce ne soit pas les bonnes positions angulaires, mais pour conserver la lisibilité, la précision d'un mouvement. Au contraire, sur une autre pièce qui va être plus immersive, eh bien là, je choisirais peut-être au contraire de réaliser plus de fantômes sur certains points. Donc tout ça fait que ça réclame évidemment un petit peu de travail, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais ça va être un peu plus intuitif à réaliser qu'avec le Space Infaders. Il me suffit de regarder mes deux dispositifs, de regarder quel est le numéro du canal. Évidemment, il faut déjà réaliser ces petits schémas-là, mais c'est vite fait. Et en plus, leur position, elle n'a qu'une valeur d'indication. Le travail ne se réalise pas sur les deux vues, c'est juste ce qui me permet à moi de savoir où j'en suis. Donc que le point soit là ou soit là, ça ne change pas, mais évidemment ça va me permettre de dire, ah oui, 38, 37, c'est en rouge, c'est par exemple en haut, il se situe, il va aller sur 9, donc eh bien 38 je vais le mettre un petit peu sur 9, 37 je vais le mettre entre 19, 9, etc. Je vais prendre des décisions. Donc là, je vais pouvoir de cette manière-là eh bien, profiter à la fois des avantages, on va dire, de la représentation graphique et d'être sûr que j'ai toujours la même énergie, quelle que soit la position où je mets mon objet source. Et malgré tout, c'est moi qui décide à chaque fois ce qui doit être fait. Je vais pouvoir faire des transcriptions que je vais envoyer ensuite à différents endroits. Là, le dernier que j'ai fait, c'est pour un concert
en fin de semaine à Saint-Gallen en Suisse, que m'offre généreusement Bernard Zitz, et donc avec un dispositif qui est un dispositif volumétrique, où il y a des points à l'intérieur, il y a une colonne centrale, etc. Mais évidemment, par exemple, au sol, il y a très très peu de choses, à part cette colonne centrale, parce que c'est dans une salle de spectacle, c'est un concert, et c'est difficile, ou ça n'aurait pas de sens de placer des points au sol. Donc, dans un cas comme celui-là, le DBAP ou les autres algorithmes sont incapables de prendre des décisions. Alors, peut-être que d'ici quelques années, d'ailleurs, on va trouver des algorithmes intelligents qui feront ce que je suis en train de décrire ici, de dire « Ah, oui, mais là, il n'y a rien, et je vais privilégier peut-être l'élévation ou au contraire l'horizontalité, donc je vais répartir ça et ça et ça. » Peut-être qu'on va voir comme ça une amélioration, ce qui fait que toute cette question de la transcription va être gérée encore plus facilement et qui fait que les compositeurs, les créateurs et les diffuseurs auront encore moins de raisons de ne pas embrasser les espaces concrets. C'est tout ce que je peux espérer. Mais en attendant, en tout cas, les outils existent. Pour les Acous modules, ils sont gratuits, ils fonctionnent sous Windows et sur macOS. Hélas, pas sur Linux. Et ça risque de durer encore un petit moment comme ça. Ça, c'est bien dommage. Mais ça veut dire en tout cas que pour la transmission des œuvres, soit du côté du créateur, qui va faire la transcription pour l'envoyer, par exemple, comme je le fais ici pour ce concert de Saint-Gallen, eh bien, je fais la transcription, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Vous envoyez une œuvre au CranLab et selon les différences, on va dire, entre le format de l'œuvre et le format de diffusion du CranLab, eh bien, c'est peut-être Jean Voguet qui fera ce travail-là, sachant que lorsqu'on le fait du côté de la diffusion, on a un certain avantage. On peut entendre ce que ça donne. Et donc, certains choix ici que j'ai fait, par exemple, pour Saint-Gallen, en supposant que peut-être que si je les avais faits sur place, ils auraient été plus ou moins différents. Donc, aujourd'hui, en tout cas, les deux sont possibles et on n'a plus vraiment d'excuses, en tout cas d'excuses techniques, d'excuses économiques pour ne pas le faire. Alors, qui ça peut toucher ça? Là, je prends les exemples dans les trois lieux, les trois sites de diffusion qui font partie du réseau InDream, l'Acous Monef à la Monnerie, la Grange de Banson près de Clermont, et puis le dispositif du CranLab dans le sud de la Bourgogne, au CranLab. Il devrait y avoir, dans pas très longtemps, j'espère, un autre dispositif également sur 32 canaux, voire un petit peu plus en Suisse, à Fribourg, géré par Jocelyn Raffanel. Et puis, ça peut intéresser surtout des gens qui ne disposent pas d'un dispositif installé à demeure, comme c'est le cas pour nous, mais qui vont organiser des manifestations, des concerts. C'est le genre de choses qu'une personne qui va gérer un acousmonium, notamment, va pouvoir faire. Alors avec les acousmoniums, d'ailleurs, la question va être un petit peu différente, parce que les acousmoniums disposent très rarement d'espaces volumétriques, tout du moins avec une gestion multicouche dans les trois dimensions, mais vont être au contraire souvent multicouches dans une dimension, dans la dimension de l'horizontalité. Et dans ce cas-là, le Space Master peut être tout à fait utilisable, mais il va aussi poser des problèmes parce que passer de 3 dimensions vers 2, d'une élévation, d'une existence de différences d'élévation vers une absence de différence d'élévation, va poser un problème pour le DBAP. Le DBAP va avoir tendance justement à baver un petit peu trop, parce qu'il ne saura pas où placer les points situés en élévation. Tout le moins il saura, mais ça va se mélanger. Là, un outil comme le Space Converter peut être tout à fait intéressant, parce que même s'il dispose de plusieurs layers, eh bien, je peux considérer, par exemple, un espace, l'espace d'un acousmonium, comme étant un seul
layer. Et à ce moment-là, je vais placer le même dispositif sur mes 3 couches. Dans le Space Converter, eh bien, j'ai une petite option qui me permet, Separate, de pouvoir importer, exporter chacune des couches séparément, plutôt que de le faire globalement. Par exemple, ici, si je voulais utiliser la couche, au lieu de la couche Modjet, je veux faire une conversion vers le CranLab, eh bien, je vais importer le dispositif du CranLab, je vais aller le chercher, spatial configuration, volumétrique, CranLab, et voilà, maintenant j'ai mon dispositif de CranLab sur ces 3 couches d'élévation. Mais si je voulais diffuser mes pièces, qui sont ici en espace volumétrique sur 80 canaux, sur un acousmonium par exemple de 16 ou 20 canaux, eh bien je pourrais importer à ce moment-là sur l'espace de diffusion, ici en rouge, eh bien, un certain layer. Alors, je vais voir d'ailleurs si je l'ai quelque part. Je l'ai peut-être spécial, voilà. Motus 2D 18, je ne sais plus ce que c'était. En tout cas, c'était un petit dispositif de Motus, donc en 2 dimensions, horizontale sur 18 points, que je vais ouvrir ici, que je vais également importer ici. Motus 2D18 et que je vais importer également ici Motus 2D18. Donc là, je vais avoir mes trois niveaux, mes 3 couches donc de la Kousmonev en entrée et en sortie. Je vais avoir 3 fois le même dispositif, celui qui était le dispositif 18 de Motus. Alors évidemment, je perds complètement l'élévation, ça veut dire qu'en quelque sorte, je vais aplatir mon élévation. Ce qui était au niveau 1 va se retrouver sur l'espace 2D, ce qui était au niveau milieu va rester sur l'espace 2D, et ce qui était au niveau 3 va se retrouver également sur l'espace 2D. Et dans ce cas-là, par contre, comme l'ensemble des points sont toujours accessibles, eh bien, à l'écoute, à l'audition, dans mon lieu de diffusion, avec mon acousmonium 18 points, eh bien, je vais dire que ce point-là, je vais le mettre plutôt là, celui, je vais le rassembler à là. Je vais pouvoir faire, malgré tout, toujours ces choix d'interpolation. Alors évidemment, qui vont peut-être pas être aussi précis que ceux que je pourrais faire avec le Transpace, mais qui vont être beaucoup plus rapides à réaliser. Alors ce que je viens de montrer avec cet exemple d'un petit acousmonium à l'horizontale, sans élévation, 2D, c'est exactement la même chose que je ferai pour un dôme. Dans les 2 cas, je vais devoir enlever une dimension. Dans le cas de l'acousmonium, j'enlève l'élévation. Dans le cas du dôme, j'enlève le volume. Mais le principe va être le même, et surtout les questions que je vais devoir me poser sont du même ordre. Est-ce que je peux le faire? Techniquement, oui, aujourd'hui. Est-ce que c'est bien de le faire? C'est autre chose. Là, dans l'exemple précédent, le fait de ratatiner en quelque sorte mon espace volumétrique sur une surface plane, ça peut être possible, par exemple, si le relief de l'œuvre est plus important que son mouvement, ses mouvements d'élévation, que par exemple si j'avais quelque chose qui doit absolument se passer au sol, par exemple dans le rêve de Newton, il y a des chutes de petites billes, de petits objets qu'on doit vraiment sentir avec le corps le plus bas possible dans les pieds et qui vont prendre tout leur sens par rapport à des grands mouvements de chute. Si on n'a plus cette chute et ces choses au sol, le rêve de Newton ne veut plus rien dire. Au contraire, dans une autre pièce, comme par exemple l'auscultation d'un rire, on est dans quelque chose de mouvant qui tourne un petit peu autour de nous, dans lesquels il y a des différences d'élévation, bien sûr, qui sont sensibles, mais qui peuvent éventuellement être réduites, à condition, malgré tout, qu'on ait ces effets un petit peu de vagues, de rapprochement, d'éloignement, de sinuosité. Et ça pourrait, a priori, subsister sur un espace comme ça. Ça subsisterait d'ailleurs mieux sur un espace comme celui-là, peut-être que sur un dôme où tout va se trouver autour de nous et au-dessus.
Donc ça, ce sont des décisions à prendre, que doit prendre déjà le créateur, la créatrice, en disant, voilà, telle œuvre peut être transformée, adaptée, transcrite dans tel ou tel autre type d'espace. Elle peut accepter des distorsions, finalement c'est de ça qu'il s'agit, plus ou moins importantes. Dans le premier document qu'on avait proposé dans le cadre d'InDream au compositeur, il y avait un certain nombre de questions comme ça, qui se sont avérées un peu trop, peut-être un petit peu trop tôt pour les poser aux compositeurs, compositrices, mais il y a un moment où il va falloir les poser. Donc soit c'est le créateur qui va se les poser et à ce moment-là demander au diffuseur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que je dois faire, ou c'est celui qui reçoit les œuvres qui va à son tour demander jusqu'où il peut aller. L'idéal, c'est que ces informations-là soient conscientes chez les uns et chez les autres et qu'elles soient, si possible, écrites. Dans la série des Préludes à l'espace, pour chacune des pièces, dans une petite documentation qui fait partie de l'autre côté de la membrane, donc des petites études où je présente chacune des pièces, comment elle a été réalisée, etc. Et il y a un petit paragraphe sur les compatibilités. Et dans certains cas, cette pièce-là nécessite à tout prix un espace volumétrique qui va avoir des points au sol, qui va avoir ceci, qui va avoir cela. Dans d'autres cas, ça peut fonctionner aussi bien sur un espace 2D de type dôme qu'un kousmonium, ou par exemple sur un dôme, mais à condition qu'il descende bien jusqu'au sol. Il y a en effet, par rapport aux espaces volumétriques, deux zones qui sont des zones sensibles, réellement sensibles pour l'auditeur et sensibles parce qu'elles sont sujettes à problème. C'est ce qu'on a vu là dans les exemples précédents. C'est d'une part le sol, justement, et puis l'intérieur, le centre. Le sol parce que très souvent, c'est oublié. Alors ça vient peut-être de l'habitude qu'ont les ingénieurs du son, les sonorisateurs, de penser qu'il faut toujours que tous les points soient bien orientés vers la tête, vers les oreilles, parce qu'on doit reproduire une image spatiale identique pour tous les auditeurs. C'est vrai dans beaucoup de cas de spectacles, mais ce n'est pas vrai tout le temps, et notamment, même dans ces cas-là, avoir en plus des points situés le plus bas possible, au sol en tout cas, change complètement l'impression d'immersion, même pour en rester là. Je repense à l'espace de projection de l'IRCAM, le fait que les points les plus bas se situent déjà au-dessus des oreilles fait que l'immersion va être très partielle. Plus la salle est grande, évidemment, plus ces distinctions-là perdent leur sens. Mais pour des petits lieux ou des moyens lieux, ça a vraiment un effet, même si ce n'est pas jugé quelque chose d'important. Et puis, tout ce qui est au centre, évidemment, c'est là où les auditeurs risquent d'avoir le plus de proximité. Or, c'est pareil, on va essayer la plupart du temps de ne pas créer des différences de proximité entre les auditeurs, toujours pareil, parce qu'on espère leur procurer tous la même image d'espace. Cela dit, avec les acousmoniums, on a été habitué depuis des décennies à aussi placer des choses à l'intérieur, les petits arbres du GRM, des petites choses suspendues, des choses sous les sièges, etc., qui sont hélas, rarement intégrables dans une composition, parce que ce n'est pas la philosophie peut-être de ces acousmoniums, mais qui pourrait l'être en tout cas, et là qui permettrait d'avoir donc des espaces haut-parlants concret, d'une très grande richesse et d'une très grande efficacité, avec aussi bien de la distance, des plans et de la proximité. Et là, je crois beaucoup à cette évolution dans les années à venir, dans ces endroits sensibles, justement. Alors il y a un aspect que je n'ai pas abordé jusqu'à présent, mais je suis obligé d'en parler un petit peu, c'est la question de la WFS, parce que c'est une technique qui est à la mode depuis, on va dire, 10 à 15 ans, et qui a un regain, je dirais, d'intérêt par son intégration dans certains outils de spatialisation, notamment le SPAT Révolution de Flux, dont j'ai déjà parlé, et puis la Fletcher Machine, moins connue, et plus les outils de l'IRCAM. Alors,
il y a WFS et WFS, première chose. Et puis surtout, dans tous les cas, il s'agit d'une technique de rendu. C'est pour ça que je ne l'aborderai pas ici dans les conversions elles-mêmes, parce qu'on ne peut pas convertir de la WFS vers autre chose. La WFS, Wave Field Synthesis, c'est une technique qui va jouer sur des différences de délai, donc des différences de phase entre un nombre de points, si possible plutôt important, de manière à soit stabiliser les points fantômes dont j'ai parlé, et ça c'est intéressant pour les dispositifs qui ne disposent justement de pas beaucoup de points haut-parlants, soit, et là c'est beaucoup plus rare, pour arriver à créer des points virtuels à l'intérieur de l'espace public, de l'espace de l'audition. Et dans ce cas-là, ça pourrait éventuellement remplacer les points volumétriques qui sont à l'intérieur de l'espace, comme on l'a vu dans nos trois exemples. Sauf que pour arriver à placer quelques points virtuels à l'intérieur de cet espace, il nous faudra des centaines de haut-parleurs distribués sur la périphérie. C'est ce qu'on appelle la WFS focalisée. Donc celle qui est généralement accessible, on pourrait l'appeler la WFS de stabilité, la WFS de confort. Et dans ce sens-là, lorsque je fais ici des conversions, je pourrais ajouter à la fin des conversions canal par canal, un traitement WFS qui serait appliqué essentiellement sur les fantômes, sur les points qui ont déjà des coïncidences. Je dirais, c'est pas la peine, ça fera plus de mal que de bien. Après, c'est des histoires aussi d'esthétique, de l'habitude, de dimension du lieu d'écoute. Plus le lieu est grand, plus on aura peut-être intérêt à jouer de la WFS de stabilité, justement pour faire que, quelle que soit la position de l'auditeur, l'image spatiale soit à peu près cohérente. Parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit évidemment de traiter de l'image spatiale. C'est dans ce sens-là aussi où je ne l'aborde pas dans ce petit topo, parce que, au contraire, ce qui m'intéresse et ce que je trouve intéressant dans les années à venir, c'est de développer la dimension concrète de l'espace haut-parlant plutôt que de continuer à jouer tant bien que mal avec des béquilles qui vont aider de faire passer la pilule de l'image spatiale. Je peux paraître des fois un petit peu dur, mais c'est pour le bien entendu, du son et des artistes. Et puis, je n'aborde pas non plus la question de la diffusion domestique, donc la diffusion domestique chez soi, avec smartphone, avec télé, etc. Parce que, par définition, ce sont des espaces qu'on ne peut maîtriser, qui ne sont pas concrets, qui peuvent l'être. On peut réaliser des choses très intéressantes, très riches, mais qui vont être difficilement reproductibles. Donc, ce qui se passe dans le domaine de la diffusion domestique, c'est une automatisation maximum des processus d'adaptation qui sont extrêmement indispensables et qui vont se faire, j'en ai parlé, à travers le Dolby Atmos. À travers l'ambisonique, dans la diffusion domestique, il n'y a pas vraiment de système qui utilise cette technique du codage, à part, depuis là 1 an, il y a une technique qui s'appelle l'IAMF et qui vient de ressurgir là, il y a quelques jours, sous la forme on s'appelle déjà Eclipsa, voilà, plus ou moins un label issu de Samsung, Google et quelques autres, qui est pour l'instant uniquement de l'ambisonique encapsulé dans un format qui va pouvoir être diffusé sur YouTube, notamment, bien entendu. Ça ne change absolument rien pour nous, à part dans la possibilité, par rapport à ce que j'ai abordé ici, de la création en espace volumétrique concret, d'en donner des images, d'en diffuser des images. Donc actuellement, la manière la plus simple et la plus économique, c'est de passer par le binaural, comme ce que j'utilise ici pour faire plus ou moins entendre des exemples pendant cette causerie, ou comme les enregistrements que je propose sur mon site, sur YouTube. Et le binaural, d'une certaine manière, c'est parfait, puisque les gens vont écouter en binaural, et donc autant leur proposer déjà quelque chose qui est optimisé pour cette écoute-là.
passer par un format intermédiaire comme le Dolby Atmos ou l'Eclipse pour arriver au même résultat, je ne suis pas pour l'instant très convaincu que ça vaille le coup pour des gens comme nous, pour des indépendants. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui se situe après. Là, on est dans l'aval de l'aval. L'amont, c'est la création. L'aval, normal, c'est la diffusion haut-parlante sur un des systèmes dont j'ai parlé ici. Et on peut en tirer des images qui seront déclinées sous différents formats. Et ça ne remet pas en question, en tout cas, tout ce qui s'est fait en amont. Je reviens une dernière fois sur cette question des espaces volumétriques et des méthodes de transcription, d'adaptation, de transcription, de traduction, de leur accessibilité, de leur facilité. Et on pourrait, encore une fois, se dire que c'est bien se compliquer la vie, puisqu'il existe des systèmes qui, eux, font ça automatiquement et d'une manière plus élégante. Donc ça peut être considéré comme un handicap, et comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, qui fait qu'on va préférer se cantonner finalement aux espaces plus facilement reproductibles, qui vont l'être d'une manière apparemment plus fiable, notamment à travers un format spatial comme celui du dôme, et une technique de codage qui est l'ambisonique. Effectivement, si on recherche, on pourrait dire, un espace absolu et une méthode unifiée, c'est quasiment l'idéal. Sauf que, pour moi, évidemment, la réalité est autre. L'espace sphérique ou hémisphérique, monocouche, c'est un espace possible parmi d'autres, et ce n'est pas celui qui se trouve être le plus riche, le plus à même finalement de transcrire la réalité du monde dans lequel, en tant qu'être humain sur la planète Terre, eh bien, je vais vivre, c'est-à-dire toutes mes capacités perceptives, d'imagination et bien entendu de création, de sonofixation, de composition. Donc, je vais être un petit peu gêné, évidemment, à chaque fois que j'en parle, mais malgré tout, quand je présentais tout à l'heure les trois âges, visiophonique, périphonique et volumétrique, le regard, l'immersion et la concrétion de l'univers, finalement, dans lequel on va vivre, on va agir, on va interagir, eh bien, c'est évidemment pour moi ce troisième âge qui est le plus intéressant. Évidemment, il est plus complexe. Évidemment, il va être soumis à tous les aléas de la diversité. Donc, univoquité d'un côté, diversité de l'autre côté, bah oui, ce sont des choix philosophiques également par rapport à la vie, par rapport à l'être, à la place de l'humain dans le monde, à la place de l'art haut parlant parmi la musique. Donc tout ça a beaucoup de ramifications dans des tas de choses, ce qui fait que ça peut évidemment aussi se confronter à d'autres points de vue, puis y avoir des résistances très fortes, et dans le milieu acousmatique, il y a des résistances très fortes à tout ça depuis 40 ans. Donc, se dire qu'aujourd'hui on a les moyens pour le faire, en tout cas, pour moi c'est déjà une grosse avancée, ce qui justifie le temps passé important sur ce topo vidéo, parce qu'il y a effectivement un enjeu qui dépasse bien entendu celui de la technique. Alors la technique, elle est disponible, elle n'est pas idéale. Je propose ici quelques outils. Il y en a d'autres dont j'ai parlé, notamment le SPAD-GRIS, qui, je l'espère, dans les années à venir, vont faciliter ce genre de travail. Et plus on aura également une diversité d'outils, bien plus chacun pourra choisir celui qui lui convient le mieux. Voilà des petites idées qui sont lancées avec des outils qui sont accessibles, qui sont gratuits. En ce qui concerne les acousmodules, évidemment, je suis là pour répondre aux demandes, faire un petit peu de pédagogie si besoin est, en espérant évidemment que tout ça aide non seulement
à la diffusion des œuvres existantes à travers ces espaces qui sont des espaces volumétriques au sein d'InDream, mais aussi d'autres espaces plus ou moins occasionnels, comme la plupart des acousmoniums, mais aussi qui puissent donner envie à des compositeurs, à des créateurs, d'investir ces espaces-là en disant ben non, c'est possible, je ne suis pas forcément coincé parce que j'ai un nombre de canaux qui ne correspond pas à un nombre de canaux d'un dispositif de diffusion, parce que la répartition de mes points haut-parlants est différente de celle du dispositif de diffusion. Comment faire cette répartition? Comment passer d'un point A vers un point B? Ben voilà, il y a plein de solutions qui existent et elles ne sont pas si difficiles que ça.